Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour un nouveau débat d'actualité. La tension monte d'un cran entre notre pays et le Maroc. L'Algérie décide de fermer immédiatement son espace aérien à tous les avions civils et militaires et tout appareil immatriculé au Maroc. Décision prise lors du Haut Conseil de sécurité tenu aujourd'hui et présidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, suite aux provocations incessantes et les hostilités dont fait preuve le Maroc à notre égard. Les récents développements enregistrés à nos frontières ont été à l'origine de cette réunion. Le Maroc n'est pas à sa première tentative de déstabilisation, on en a déjà parlé sur nos plateaux, mais il a encore récidivé en tenant des propos graves sur une prétendue présence d'instructeurs du Hezbollah dans les camps de réfugiés à Tindouf, propos tenus par l'ambassadeur du Maroc à Genève. L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Ammar Blani, a pointé les mensonges et la manipulation grossière de ce diplomate marocain, affirmant aussi que les propos de l'ambassadeur marocain sont sans intérêt. Qu'est-ce qui motive ces agissements contre notre pays? Quelles sont les ambitions du Makhzen au niveau régional et continental? Jusqu'où iront les hostilités? Messieurs, ce sera à vous ce soir de répondre à nos questions. Merci d'être sur ce plateau, Monsieur Mustafa Hadem, analyste politique. Merci d'être avec nous. Et nous accueillons également Monsieur Mustafa Itmouhoub, journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fermeture de l'espace aérien, une autre étape après celle de la rupture des relations ce mois d'août. Cela ouvre-t-il un front plus large, Monsieur Hadem? Je pense qu'au début de cette émission, vous avez parlé des déclarations, je dirais fantaisistes, de l'ambassadeur du Makhzen à Genève. Je dis fantaisistes parce que tous les observateurs de la scène internationale, de la politique régionale, savent que l'Algérie a toujours soutenu le Front Polisario et la République arabe sahraoui et que sur le plan militaire, l'Algérie dispose de suffisamment de compétences, éventuellement, pour désigner des instructeurs pour les combattants du Polisario. Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de faire appel à des instructeurs du Hezbollah sur le territoire algérien, connaissant la sensibilité de notre pays, du pouvoir politique et du commandement militaire quant à la présence de puissances étrangères dans notre pays, plus particulièrement dans la zone frontalière. Donc je trouve que c'est des déclarations qui, si ce n'était pas le danger qu'elles comportaient, auraient prêté à sourire. Maintenant, quelle est la situation actuelle dans la région? Nous avons vu des comportements agressifs, aussi bien à travers les médias qu'à travers les déclarations des officiels marocains du Makhzen à l'égard de notre pays. Nous avons assisté à un fait inédit dans les relations diplomatiques, c'est de permettre à l'ambassadeur ou à un ministre des Affaires étrangères de faire des déclarations hostiles à l'égard d'un pays voisin avec lequel on prétend être un pays frère et entretenir des relations historiques. Donc c'est encore une fois la duplicité du discours politique et diplomatique du Makhzen qui a conduit en dépit je dirais que les gouvernements successifs en Algérie, le pouvoir politique en Algérie et le peuple algérien ont fait preuve de beaucoup de sagesse. Parce que nous allons y revenir probablement au cours de cette émission. Ça ne s'est pas arrêté. Les agressions contre notre pays, contre la sécurité de notre pays, que ce soit d'une manière directe, la guerre du Sahel, la guerre des Nous avons fait preuve de beaucoup de patience. Absolument. Maintenant, des mesures fortes devaient être prises et le gouvernement algérien, le président de la République a pris ces mesures, celle de la rupture des relations diplomatiques. Cela n'a pas, me semble-t-il, arrêté les menées du On s'attendait à ce que le Maroc fasse profil bas. Hein? Pas profil, au moins qu'ils retiennent la leçon, qu'ils comprennent qu'effectivement, on ne peut pas continuer à agresser un pays voisin et à ramener aux frontières de ce pays voisin l'ennemi
connu et reconnu et commun à toute la nation arabe et toute la nation musulmane, et qui occupe le troisième lieu saint de la religion musulmane. Le Makhzen apparemment a décidé d'une politique de fuite en avant, et il fallait, pardonnez-moi l'expression, mettre l'eau là et dire que ça ne peut pas aller plus loin dès lors que ces déclarations sont perçues par Alger comme un prélude à éventuellement des actions aventureuses plus grave pour la stabilité de la région. On développera cette question. On restera d'abord sur cette décision du jour, la fermeture des espaces aériens à tous les avions civils et militaires et tout appareil immatriculé au Maroc. Quel message cela envoie? Je crois que l'Algérie, à travers cette décision, veut signifier au Maroc, c'est-à-dire qu'elle est allée très loin dans sa politique d'hostilité envers l'Algérie. L'Algérie a montré de la retenue depuis un certain temps. Il y a eu des agressions contre certains symboles de l'Algérie, le cas du consulat de Casablanca, l'emblème national qui a été piétiné, le Maroc qui a condamné celui qui a fait ça d'un mois d'emprisonnement. Il a été jugé comme un acte contre une propriété privée. Tout ça explique un petit peu la position algérienne. Il y a eu ensuite les propos du consul marocain au Maroc, plutôt à Oran, qui a dit que l'Algérie était un pays ennemi, adversaire. Et ensuite, on a vu maintenant, à partir de 2018, une politique plus agressive du Maroc envers son voisin, et un piétinement carrément du traité différent de 69, le traité de bon voisinage et de fraternité. Donc, les déclarations hostiles ont augmenté ces dernières années, plus rapprochées. Voilà. Donc, les Marocains, comme vient de dire, c'est Mustapha, dans leur politique de fuite en avant, ce que j'appelle moi une offensive diplomatique au rouleau compresseur. Ils ne regardent pas aux us diplomatiques internationaux, ni encore au droit international, ni encore aux traditions de bon voisinage. C'est-à-dire, c'est aller de l'avant pour imposer une seule solution, celle de l'autonomie au Sahara occidental. Donc, c'est carrément imposer sa solution au Sahara occidental, au mépris du droit international, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité, au mépris des décisions de l'unité africaine et au mépris de la légalité internationale. Donc, ils ont essayé un petit peu de coller à la politique américaine par rapport à l'Iran. On se rappelle de l'époque de Bolton, qui était conseiller de Trump, qui a catalogué l'Iran de pays terroristes. Et ils ont lancé cette déclaration qu'il y avait une collision entre le Polisario et le Hezbollah et l'Iran. Ils se sont précipités encore dans une aventure diplomatique unilatérale de couper les relations avec l'Iran d'une manière inexpliquée. Et d'essayer un petit peu d'impliquer l'Algérie dans cet axe imaginaire qu'ils ont eux-mêmes créé. Ils se sentent un peu protégés par les États-Unis suite à la déclaration de Donald Trump qui reconnaît... Ces derniers temps, ils sont revenus vers ça. On a vu le représentant à Genève qui est revenu sur ce discours redondant, qui devenait redondant, qui ne revoit pas une réalité, celle que le Polisario est en collusion avec le Hezbollah, donc avec l'Iran. C'est pour avoir la sympathie des États-Unis et de l'axe anti-Iran qui ont catalogué cet axe. C'est-à-dire prêt à tout du moment que ça sert leurs intérêts. Voilà. Donc je terminerai ceci. Pourquoi l'Algérie est allée vers ça? L'Algérie a rappelé à l'ordre plusieurs fois le Maroc, rappeler pour respecter ses engagements depuis l'accord, le communiqué commun du 16 mai 88 qui a été rappelé dans la déclaration de la Mamra par rapport aux relations quand ils ont... Elle a demandé plusieurs fois des explications qui ne sont jamais arrivées. Voilà, donc
il a été rappelé à l'ordre. Mais cette fois-ci, sa collusion avec l'entité israélienne, l'entité sioniste, cette collaboration étroite entre les deux puissances, qui visiblement une collaboration destinée contre les voisins et dans toute la région. On a vu l'utilisation déjà des drones au Sahara qui a conduit à l'assassinat d'un responsable du Polisario. Donc tout ça, on va rester sur l'actualité du jour. Augure que les Marocains veulent, le Maroc, le Makhzen, veut aller de l'avant dans son hostilité avec l'Algérie. C'est ce qui explique un petit peu cette décision souveraine de l'Algérie de rompre les relations et de suspendre aérienne, qui est une décision tout à fait civilisée. C'est pas un acte de guerre. Civilisé, c'est pour signifier aux voisins que vous êtes allés très loin. On doit mettre un holà à cette relation. Ça ne sera pas sans impact, notamment économique, on en reparlera. Hein. Monsieur Hedem, la réunion, le Haut Conseil de sécurité s'est tenue aujourd'hui suite aux récents développements enregistrés à nos frontières. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Deux choses. D'abord, la visite récente du ministre de la Guerre et de la Sécurité de l'entité sioniste à Rabat, qui a renforcé les relations de coopération entre les deux pays en matière militaire. Nous savons qu'Israël fournit depuis 2003 de l'armement de haute technologie au Makhzen, notamment 2003, 2004 à 2005, il y a eu les premiers accords de vente par l'entité sioniste de drones au profit du Makhzen. Tout récemment, et ça, la presse de l'entité sioniste et la presse internationale avaient rapporté que l'entité sioniste voulait mettre à la disposition du Makhzen de nouvelles armes, notamment ce qu'on appelle les drones kamikazes. Ces drones sont destinés à mettre en échec les systèmes de défense dont dispose notre pays, très peu de pays au monde, et de cette manière, j'allais dire, non pas à préparer des hostilités militaires, mais mettre en difficulté un peu plus l'Algérie et l'occuper sur des questions de sécurité intérieure, sur des questions de défense, pour entraver le retour diplomatique de l'Algérie, pour entraver, j'allais dire, les efforts qui sont menés maintenant pour redonner à notre pays sa place centrale, en fait, qui est connue et admise par toutes les puissances mondiales. Je voudrais rappeler que hier, en début d'après-midi, un communiqué du département d'État aux États-Unis est repris par le commandement africain de l'armée américaine, a insisté sur le rôle stabilisateur de l'Algérie pour la sécurité régionale. Donc, les agissements du Makhzen, madame, sont mus par trois choses. D'abord, le désir de déstabiliser de l'intérieur l'Algérie et l'amener par petites touches à accepter la solution d'autonomie dont a parlé tout à l'heure Mustafa. Deuxième chose, il y a une projection des peurs du Makhzen et il les projette sur le pays voisin. Vous savez, il n'y a jamais eu de république kabyle, mais il y a eu une république du Rif. Et nous savons que cette république du Rif est la résistance de Abdelkrim el-Khattabi. Le Makhzen ne pouvait pas se l'accaparer comme un acte nationaliste et de défense. Contrairement à l'Algérie, la résistance de l'émir Abdelkader est considérée, à juste titre, comme un élément fédérateur, mais aussi fondateur de la création de l'Algérie moderne. Le mouvement du Hirak marocain, mené par Zefzafi et ses amis, s'est réapproprié, et l'image téculaire et de référence de Abdelkrim el-Khattabi, mais aussi les revendications de la République,
de l'instauration de la République. Donc la peur du Makhzen, de voir, vous savez, dans le Rif, il y a les plus grands trafiquants de drogue, parmi eux, il y a ceux qui ont été arrêtés. Mais il n'y a jamais eu de prononcé de condamnation aussi lourde que celle qui a été prononcée contre Zafzafi et ses frères de combat. Donc cette peur, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, si vous me permettez, qu'est-ce qui se passe dans notre région? Dans notre région, il y a des zones de conflit importants. La Libye, qui a été détruite par l'intervention étrangère et qui a permis à des puissances étrangères de s'installer. Le Mali, où nous assistons à une guerre d'influence entre la Russie de Poutine, la Chine et la France, l'ancienne puissance coloniale, et l'Algérie, il se trouve que l'Algérie est considérée par la communauté internationale comme le pays qui peut apporter la stabilité. Les responsables libyens sont maintenant d'accord pour dire que toute solution doit passer par Alger. Pour le Mali, la référence aux accords d'Alger ne cesse de se faire. Le Maroc sent qu'il perd des points en Afrique et qu'il perd de plus en plus de points, d'autant plus qu'il s'est engagé, qu'il a mis tout son poids. Quand je dis tout son poids financier, parce que c'est une diplomatie de corruption. On sent il a aussi mis que tout son poids pour permettre on joue à la l'entité survie du royaume chérifien aujourd'hui. On sait par quel moyen, depuis vous êtes remonté jusqu'à l'émir Abdelkader, c'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas par des modes opératoires plutôt basés sur la trahison. Plus qu'autre chose. On va détailler tout cela. Mais auparavant, je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui participe, je le rappelle, à la 76e session des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous propose de l'écouter. Il revient sur les causes de la rupture. Pour lui, c'était inévitable. On l'écoute. Algeria has been extraordinarily patient in face of Concernant la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, je crois que l'Algérie a été extraordinairement patiente face à tous les actes que le Maroc a commis contre sa souveraineté et son unité. C'est pour cela que nous pensons qu'une telle décision a envoyé le message approprié au gouvernement du Maroc pour lui signifier que nous ne pouvions nous permettre d'accepter davantage le comportement de ce pays voisin. Dans une situation de ce genre, deux États ne pouvaient continuer à entretenir des relations diplomatiques anormales qui devaient cesser de toute façon. Voilà, donc deux États qui entretenaient des relations diplomatiques anormales qui devaient cesser de toute façon. La rupture était donc inévitable. Inéluctable. Et c'était clair, la déclaration de la Mamra à la chaîne télévision CNN était très forte. Elle rappelle un petit peu l'essentiel de sa déclaration quand on a rompu les relations avec le Maroc et les raisons qui ont conduit à cette décision. C'est clair que la patience de l'Algérie avait ses limites, car le retour à la normalité des relations entre les deux pays, après une décision unilatérale du Maroc de rompre ces relations en 1976, le retour donc au mois de mai 88 était conditionné par 4 éléments, je n'en citerai 2. L'organisation d'un référendum au Sahara occidental, un référendum franc, régulier, sans contrainte, et 2, renforcer les efforts des pays arabes pour la décolonisation en Palestine. Pour ces 2 éléments, l'engagement du Maroc n'a pas été tenu. Jusqu'en 2021, le Maroc n'a pas respecté son engagement à Alger, ailleurs d'ailleurs, même au niveau de l'UA, d'organiser ce référendum. Deuxièmement, ces derniers temps, on voit une collusion, carrément une normalisation entre l'entité sioniste des relations et le Maroc, et au détriment des intérêts du Sahara occidental. De surcroît, la fondation
Quds, à la tête de cette fondation, il y a le roi marocain. Voilà. Donc, du moins sur ces deux éléments, le Maroc a failli à ses engagements. Et ensuite, on a vu que le Maroc a redoublé de férocité et a essayé d'exploiter sa position au sein de l'unité africaine, justement pour torpiller cette organisation qui est un produit du mouvement de libération dans la région et qui est un instrument précieux pour la région, pour l'Afrique. Et ensuite, cette entité sioniste continue aussi dans sa posture belliqueuse par rapport à son voisin et à ses voisins. On rappelle un petit peu ses positions par rapport à la Mauritanie, n'a pas reconnu que tardivement l'indépendance de la Mauritanie, donc elle revendiquait toujours la Mauritanie comme territoire marocain. Et maintenant, ce qu'elle fait comme État auxiliaire pour certaines puissances occidentales, notamment au Mali, notamment en Libye, et là où l'Algérie fait des efforts pour justement résoudre des problèmes dans son voisinage, on voit des mains qui rentrent supplicitement sans faire du bruit. Ensuite, casser toute cette dynamique créée. On voit aujourd'hui en Libye, la situation, on a l'impression qu'il y a un retour au point de départ. Dans ce conflit, au lieu qu'on aille à l'organisation d'une élection présidentielle au mois de décembre, comme se sont convenus toutes les puissances qui ont... c'est ça, c'est le Maroc qui fait avancer ses intérêts au détriment de l'Algérie, de la région et de tout le... Voilà. Et on voit maintenant même cette histoire de drogue, l'acheminement de drogue par le Sahel, qui s'est accentuée. Et on comprend aisément aujourd'hui pourquoi le Maroc a occupé la brèche illégalement la brèche de Gargarat, et pourquoi elle a mis son armée là-bas. Parce que c'est un passage vital pour cette économie illégale, cette économie de Alors drogue. Pour revenir à ce qu'on disait juste avant, le fait de permettre au sionisme international d'avoir un pied dans la région maghrébine est considéré par beaucoup comme une trahison. Une trahison, il n'en est pas à sa première, le Maroc. Alors, d'abord, vis-à-vis de l'entité sioniste, nous savons qu'il n'y a pas eu de grande ayala, c'est-à-dire de départ collectif de la communauté juive du Maroc vers les territoires occupés. Et que tout cela a été orchestré par l'agence juive qui était chargée de récupérer toutes les communautés juives de par le monde et de les ramener en Palestine. Et il y a eu des accords et un travail en commun entre l'agence juive et le palais royal et le Makhzen d'une manière générale. Et nous savons aussi qu'en Israël, il y a à peu près 1 million à 1,5 million d'Israéliens d'origine marocaine, et que dans le gouvernement actuel, il y a sur la trentaine de ministres, 35 ministres, il y a 22 qui sont d'origine marocaine. Et puis nous savons que, nous allons y revenir sur les trahisons vis-à-vis de l'Algérie, mais nous allons commencer par la première grande trahison. Le Makhzen et le sultan a trahi les Marocains en date du 30 mars 1912. En signant les accords de Fès, les accords du protectorat, les accords de Fès. Tout le monde sait que c'est la mauvaise gestion du sultan Youssef jusqu'au sultan Abdelhafid. Ça remonte même à avant l'émir Abdelkader, à l'époque de l'émir Abdelkader. Ils ont vendu le Maroc au fameux comptoir national français à l'exportation, le fameux CNEP, qui est l'ancêtre de BNP Paribas. Ils l'ont vendu. Le pays était perclus de dettes vis-à-vis de l'étranger. Et quand le sultan Abdelhafid était en difficulté par rapport aux tribus, il a accepté de vendre le territoire
de vendre le peuple marocain aux puissances étrangères. Il n'y a pas. C'est-à-dire que Rabat pense toujours profiter des conjonctures favorables à ces intrigues. Quand vous voyez le traité de l'organisation du protectorat français dans l'Empire chérifien, c'est on ne peut plus clair. L'article 2 dit, vous m'excusez de le lire, oui. Sa Majesté le Sultan admet dès maintenant que le gouvernement français procède, après avoir prévenu le Makhzen aux occupations militaires du territoire marocain, qu'il jugerait nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité des transactions commerciales et à ce qu'il exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines. C'est, on ne peut plus clair, la première trahison du Makhzen et du palais. Il a trahi le peuple marocain, frère. La deuxième trahison, quand nous avons vu ce mouvement révolutionnaire de Abdelkrim al-Khattabi en 1920, de 1921 à 1926, qui a soutenu Franco, le général Franco, le généralisme Franco d'Espagne qui commandait les troupes au Maroc, et Lyautey, le maréchal Lyautey, et Pétain et de Tassini, qui les a soutenus. C'est le Glaoui, c'est le Makhzen. C'est le Makhzen qui a favorisé la guerre contre une partie, une portion du Maroc. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, le Makhzen ne peut pas se réclamer de la révolte et de la révolution de Abdelkrim al-Khattabi. Donc, les premières victimes, c'est entendu, c'est le peuple marocain. Maintenant, l'histoire des trahisons avec notre pays. L'émir Abdelkader avait envoyé un ambassadeur. Mais on a vu l'ambassadeur rentrer au palais et on ne l'a jamais plus ressortir. Ça, c'est pour l'histoire de l'émir Abdelkader. Vous savez que comment on reconnaissait le pouvoir d'un émir à travers les pays musulmans. Quand sur le minbar, l'imam, chaque vendredi, prie pour le sultan ou pour l'émir. Il se trouve dans toute la région rifaine et dans le sud algérien, le sud-ouest, du côté de Figuig. Les imams, ils priaient pour l'émir Abdelkader. Et là, le sultan s'est senti en danger, d'où la trahison, ce qui a poussé l'émir Abdelkader, une fois acculé, n'ayant pas, après la trahison du palais, il ne pouvait plus faire face, il a été amené à signer les accords de Tefna. Maintenant, bien plus tard, pendant la Révolution, les gens pensent que les choses ont commencé avec la guerre des sables en 63. Non, en 1958, les Marocains ont essayé, le palais, quand je dis les Marocains, qu'ils soient toujours entendus, que j'ai, à titre personnel, et tous les Algériens, nous aimons le peuple marocain. Nous aimons les Marocains. Oui. Nous les aimons parce que ce sont nos frères, parce que nous partageons mille et une choses avec eux. De l'art culinaire à nos traditions, à nos us, à nos coutumes, à notre manière de parler, à notre manière de gesticuler. Alors justement, un opposant marocain va conforter tous vos dires. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit de Mustapha Adib. Le Maroc est un État qui est sous l'autorité d'un régime qui n'est pas légal, qui n'est pas légitime. Les Marocains, ils ont décidé de faire chuter le régime en 1912. Je le dis, je le répète. Ce régime marocain, cette monarchie criminelle marocaine, sa fin, elle était en 1912. Il faut le dire et le répéter, le répéter, le répéter. Ils sont où les Almoravides? Ils sont où les Almouahides? Ils sont tous les Idrissides. Toutes ces monarchies, elles ont eu un début et une fin. Un début, une fin. Un début, une fin. Ces Alaouites, leur fin, elle était en 1912. Pourquoi ils survivent jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y avait un sultan traître, un sultan marocain traître, qui a fait appel à l'époque à la France
et à l'Espagne pour le protéger contre les Marocains révolutionnaires. La traîtrise, c'est ainsi qu'agit le Marzen pour sa survie. Oui, ce que disait tout à l'heure mon ami Mustapha est très instructif. Il nous a plongé un petit peu dans l'histoire, nous a fait rappeler un petit peu un héros marocain qu'on revendique même nous, parce qu'il était un grand ami des nationalistes algériens, Abdelkrim Khattabi, qui a créé le bureau du Maghreb arabe au Caire. Il faut le souligner. Cet homme unioniste dans la notion du Maghreb, du Grand Maghreb, c'était le premier trahi. Le premier trahi au Maroc. Et le premier trahi, et pour le défaire son armée, il fallait une collusion de plusieurs armées, celle de l'Espagne, celle de la France, du maréchal Pétain, pour défaire son armée après la brillante victoire, l'écrasante victoire de Khattabi contre l'armée espagnole en 1926 à Anouel. J'ajouterai que cette trahison s'est poursuivie avec le mouvement, l'armée de libération maghrébine. Vous savez, les révolutionnaires algériens, dont l'Arbi Ben Mehdi, Boudiaf, ont pris part, entre autres, il y en a d'autres, le Khaïdr, ont pris part à des réunions au RIF pour créer cette fameuse armée maghrébine du Grand Maghreb. Il y avait les Tunisiens, les Algériens, les Marocains. Et cette armée-là, l'idée a été avortée dans l'œuf par justement le Marzen, de collision avec l'occupation française. Et on avait ce qui est advenu de quelques chefs marocains de cette armée, dont El Msaadi, qui a été assassiné à Fès et trahi même par le parti de l'Istiqlal. On a vu ce qui est advenu de Mziane, le général Mziane, le Rifin, et ensuite comment le Marzen et le royaume restauré par la colonisation, comment ils ont pu dissocier un fragment de cette armée et l'appeler l'armée de libération marocaine. Et cette armée de libération marocaine qui est descendue à Figuig en 1958 et qui a ouvert le feu contre des éléments de l'armée de libération nationale. Et c'était le début pour revendiquer un petit peu la région de Saoura et la région de Gourara. C'est pour vous dire que le Marzen et le royaume restauré par la colonisation s'était fait exprès pour justement avorter toute velléité de souverainisme dans cette région-là et gêner cette révolution algérienne qui était une révolution pour l'indépendance justement de l'Algérie et de tous les pays du Maghreb. On avait aussi au Sahara occidental comment la France, l'armée française et les Espagnols, avec l'aide des phares des forces armées royales, en début de 60, dans ce qui est appelé l'opération Écouvillon, c'était pour mater toute velléité de rébellion ou de prendre les armes pour les Sahraouis. Ils ont écrasé d'une manière terrible cette armée naissante à l'époque du Sahara occidental. Tout ça nous renseigne un petit peu pourquoi cette entité, ce royaume marocain qui parmi, comme disait Boumediene, à côté d'Israël, c'est les deux États au monde dont on ne connaît pas les frontières définitives. Comment ce royaume, cette entité a été créée justement pour dominer les peuples autochtones et pour créer une situation, une poudrière dans la région, une situation d'instabilité en Afrique du Nord, et on l'a vu depuis l'invasion, la guerre du sable en 1963 jusqu'à aujourd'hui. Alors pour reprendre les propos d'un journaliste et auteur franco-marocain, la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste est incontestablement tournée contre l'Algérie. Pour beaucoup d'analystes, la reconnaissance par l'ancien président américain Donald Trump de la prétendue souveraineté du Maroc au Sahara occidental et sa normalisation avec l'entité sioniste, ça fait croire à la monarchie marocaine qu'il y avait là pour eux une opportunité historique pour soumettre tout le Maghreb à leurs intérêts. Vous savez, madame, ici, dans ce studio, et en présence de Mustapha Mohoub, nous avons
parler en temps et en heure du fameux tweet, parce qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion, du fameux tweet du président Donald Trump reconnaissant une pseudo-souveraineté du Makhzen sur le Sahara occidental. À ce moment, nous avons pensé que l'administration Trump avait fait du chantage au Makhzen de le soutenir sur la question du Sahara occidental en rétablissant, en ayant des relations diplomatiques avec l'antitétionniste. Honnêtement, avec le recul, je me dis que c'est le Makhzen qui a suscité cette reconnaissance et cette lecture que nous avons tous fait. Cette lecture que tous les analystes à travers le monde ont pensé être juste, celle d'obliger le Makhzen à avoir des relations diplomatiques avec l'antitétionniste. Maintenant, avec le recul. Vous avez une autre lecture? J'ai une autre lecture. Le Makhzen a toujours eu des relations économiques, diplomatiques et sécuritaires avec l'antitétionniste. En 1967, le roi du Maroc avait permis à un commando du Mossad de s'installer dans le même hôtel où se sont réunis 65, où se sont réunis les chefs arabes pour projeter une éventuelle guerre contre Israël. Et le comble, c'est que le nom de l'opération, elle est très belle. Ces espions, on les appelait les Hirondelles, donc opération Hirondelle. Donc depuis 65 au moins. L'histoire nous apprend un peu plus récemment que dans l'opération qui a été menée par l'armée française contre les chefs de la révolution algérienne, en pensant qu'ils allaient faire avorter la révolution algérienne, elle s'est faite dans une relation triangulaire entre le prince héritier, il n'était pas encore roi, le prince héritier Hassan Thani, le Mossad et les services du SDEC français. Donc chaque jour nous apprend qu'il n'est pas interdit de penser que le Makhzen a suscité ce pseudo-chantage pour permettre... C'était plus qu'une formalité, hein, c'était une officialisation. Le peuple marocain est un peuple musulman, quelles que soient ses ethnies. C'est un peuple très attaché aux questions qui intéressent le monde arabe et le monde musulman. Le peuple marocain est opposé à toute forme de coopération avec l'antitétionnisme. Mais le Makhzen a trouvé le subterfuge. Il vit des moments difficiles. Oui, le subterfuge du Makhzen est d'une simplicité, pardonnez-moi, biblique, en disant voici, si on veut récupérer le Sahara occidental et imposer notre solution, nous devons avoir des relations reconnues, connues et reconnues avec l'entité sioniste. C'est un moyen de faire pression sur les oppositions internes, que ces oppositions soient de la mouvance islamiste ou de la mouvance de gauche. Ce sont deux mouvances qui politiquement sont présentes et très actives au sein de la société marocaine. Donc, les trahisons n'ont pas commencé hier. Nous nous rappelons que le premier président du gouvernement provisoire, la République algérienne, Farhat Abbas, Rabbi Rahmou, a été quasiment pris en otage par les Marocains pour l'obliger à signer une déclaration par laquelle il reconnaît que toute la région du Gourara, une partie de Tindouf jusqu'à Ain Safra, est un territoire marocain. Très fin diplomate, sa réponse est connue, nous sommes un gouvernement provisoire, nous sommes en période de guerre, nous ne pouvons pas prendre des engagements au nom du peuple algérien, du peuple qui est en guerre. Et vous vous rappelez, puisque le Makhzen a décidé de le maintenir, eh ben, le CNRA, le Conseil national de la République algérienne, a désigné un autre président, Belkhada, en disant bien, celui qui est chez vous ne peut plus parler au nom du GPRA.
Malgré toutes ces hostilités menées contre l'Algérie, on sent aujourd'hui, à travers les agissements du Maroc, il joue toujours la carte de la victimisation. C'est toujours lui qui est victime, qu'on attaque. C'est un peu aussi le rôle mené par l'entité sioniste pour la cause palestinienne. Ils sont bien conseillés derrière. Certainement. Donc, ils disent qu'on a refusé la main tendue, or il n'en est pas du tout question. Hein. Oui, c'est ça. Eux, ils sont dans une posture un petit peu bizarre. D'un côté, ils lancent quotidiennement des attaques contre le voisin, qu'ils traitent de tous les noms. Ils lâchent leur presse, leurs médias contre l'Algérie. Et chaque jour, on lit des choses monstrueuses sur notre pays. Et de l'autre côté, il y a le roi qui vient tout gentil, il tend la main au pays, il demande l'ouverture des frontières, dont le Maroc lui-même était à l'origine de la fermeture. Rappelez-vous de l'attentat terroriste de 1994, quand le Maroc a malmené les Algériens qui étaient des touristes là-bas, installés en touristes là-bas, et comment il les a rapatriés d'une manière peu convenable, humiliante. Et ensuite, il a exigé le visa. Il s'est avéré ensuite que les terroristes étaient bien marocains et pas algériens. Aujourd'hui, il revient. Le roi fils, il revient sur la décision de son père, il demande l'ouverture des frontières. Mais c'est un petit peu difficile de faire passer cette pilule, vu un petit peu aussi le matraquage médiatique et l'image que le Maroc veut renvoyer de l'Algérie. Que l'Algérie et que la question sahraoui n'existe pas et que c'est une fabrication algérienne et que voilà, si on arrive à un règlement avec l'Algérie, la question ne se posera pas. Oublions dans la folie que ce peuple sahraoui existe, que sa résistance existe même avant l'indépendance du Maroc et que cette entité existe distinctement du territoire marocain. Et donc, ils oublient tout ça. Et dans ce processus d'imposer leur vision à la communauté internationale, ils se font aider un petit peu maintenant par les Israéliens. Et les Israéliens, ils ne sont pas venus justement aider uniquement le Maroc, ils sont venus défendre leurs intérêts dans la région, déstabiliser la région et trouver eux aussi une place dans cette Afrique qu'ils convoitent aussi. Oui, alors justement, on a parlé de trahison, on a parlé de victimisation, il y a aussi l'espionnage. Cette affaire qui a fait un tollé il y a quelques mois sur la cybersurveillance, une redoutable arme mise entre les mains des Marocains. Il y a eu l'affaire Pegasus, les services de renseignement marocains qui ont espionné pas moins de 6000 Algériens. Nous avons avec nous justement depuis Paris Madame Claude Manja Asfari, bonsoir. Vous êtes l'épouse du détenu Naama Asfari. Vous avez fait les frais justement de cette méthode d'espionnage, de cet espionnage, de cette affaire Pegasus. Vous avez été mise sur écoute. Bonsoir. Comment, dites-nous, comment avez-vous vécu la chose quand vous l'avez appris? Écoutez, avec beaucoup de stupéfaction. Je pensais bien que toutes mes activités étaient suivies, mais à ce point-là, c'est-à-dire que là, c'est vraiment... entre le 8 octobre 2020 et le 7 juillet 2021, ils se sont connectés 180 fois. Et quand j'ai croisé mon agenda avec chacune des connexions, c'est clair qu'ils ont suivi tout ce que je faisais, toutes les visios, toutes les réunions. Et a posteriori, on a pu comprendre un certain nombre d'événements qui étaient bloqués par les Marocains et on ne comprenait pas comment ils avaient pu être au courant. Comment expliquez-vous aujourd'hui cet acharnement? Ça, c'est l'acharnement colonial. Moi, toute seule, je mobilise probablement des dizaines d'agents marocains pour suivre tout ce que je fais. Alors, c'est vrai que ma vie est pratiquement consacrée à sensibiliser tout le monde à la cause sahraoui.
et à mettre en route des tas de groupes de travail, participer à des visioconférences et à sensibiliser aussi les politiques. Et c'est clair qu'on veut surveiller tout ce que je fais. Alors, moi, a priori, ça ne me gêne pas trop parce que ma vie est transparente. Mais le problème, c'est que ça a quand même bloqué un certain nombre d'initiatives. Et puis, ça a quand même provoqué des événements très graves comme l'intrusion de Marocains dans le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, qui normalement est une enceinte sacrée. Alors, il a fallu que la séance se fasse à huis clos. Le logiciel Pegasus a permis de s'introduire dans votre portable, de récupérer l'ensemble de son contenu, peut-être même d'écouter des conversations et d'espionner vos faits et gestes en activant à distance le micro et la caméra de votre iPhone. Votre avocat a été également espionné. Alors oui, nous sommes 4 à avoir porté plainte sur la même plainte, c'est-à-dire mon avocat, et c'est probablement par lui que j'ai été infectée parce que la première connexion, c'est le 8 octobre 2020. Et justement, ce jour-là, j'ai eu un coup de fil avec lui. Et avec moi, il y a le maire d'Ivry, Philippe Buissou, et le représentant du Polisario pour l'Europe. Donc, nous sommes 4 à avoir porté plainte contre X auprès du procureur de la République, à la fin juillet. Et donc, les interrogatoires ont commencé la semaine dernière avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la DGSI. Donc, avec humour, je dis, les services secrets marocains savent toute ma vie et maintenant les services secrets français aussi, puisqu'ils ont enregistré l'entièreté de mon téléphone. Est-ce que cela vous étonne ? De mes 2 téléphones d'ailleurs. Est-ce que cela vous étonne quelque part, puisqu'on sait que, vous le savez aussi, que le Maroc a de tout temps usé en dehors de la loi, en violation du droit international ? Oui, je pense que là, comme m'a dit mon interrogateur l'autre jour, il m'a dit, vous savez, tout le monde surveille tout le monde. Mais là, on surveille une citoyenne lambda qui fait son travail de citoyenne. Mais effectivement, cette citoyenne, elle est mariée à un Sahraoui. Et donc, c'est pour ça qu'on est bien sûr que c'est bien les Marocains qui font ça, puisque l'avocat des Marocains a dit l'autre jour que c'était un complot contre le Maroc, que le Maroc n'avait jamais fait ça. Alors, qui peut bien s'intéresser à Claude Mangin en dehors des Marocains, puisque justement, cette Claude Mangin est mariée à un Sahraoui qui est en prison pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Cela dénote-t-il pour vous une faiblesse du Maroc ? Je pense qu'actuellement, le Maroc c'est la fuite en avant du Maroc. Toute votre émission l'a expliqué avant. Mais c'est vrai que cette surveillance généralisée des Français, des Algériens et des Marocains avec un système aussi sophistiqué qui coûte extrêmement cher, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été surveillées. En fait, ça n'empêche pas qu'on continue de se battre et qu'on continue de faire de la sensibilisation. Et aujourd'hui, les journaux français et les journalistes français sont vraiment en train de basculer et de se dire il y a quelque chose qui ne va pas avec le Maroc. Et là, je crois que le Maroc commence à perdre énormément de terrain. Alors, je rappelle que votre époux, Naama Asfari, a été condamné à 30 ans de prison. Est-ce que vous avez des nouvelles de ses conditions de détention aujourd'hui ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Avez-vous des nouvelles des conditions de détention de votre mari ? Alors donc, il peut me téléphoner 2 fois par semaine 5 minutes, seulement 5 minutes. Ça, c'est les nouvelles conditions depuis la reprise de la guerre le 20 novembre 2020. Et donc, c'est extrêmement court. Cette conversation se fait devant un gardien qui est francophone. Donc, tout est surveillé. Donc, il s'autodiscipline et essaye de ne pas dépasser 5 minutes. De temps en temps, quand même, ça peut dépasser. Donc, les conditions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de promenade dans la grande cour avec le soleil, pas de service médical. Donc, moi, je ne peux pas du tout envoyer de livres. J'ai envoyé des livres qui m'ont été retournés. Comme je ne peux plus y aller, je ne peux plus lui apporter de livres. Évidemment, depuis qu'il y a la pandémie, ça fait 18 mois qu'ils n'ont pas vu leur famille, qu'ils n'ont pas eu de journaux qui rentrent. La situation est quand même assez dramatique
pour les prisonniers politiques sahraouis. Et le Covid est là aussi une bonne excuse pour bloquer la situation de pas mal de détenus. On n'a par exemple pas de nouvelles de Mohamed Lamine Hadi, ce prisonnier de Gdémizi qui a fait une grève de la faim de je ne sais plus combien, 80 jours. Il n'a pas donné signe de vie depuis le 16 juillet. Sa maman est très inquiète. Et les délégations pénitentiaires est vraiment, quand même, c'est scandaleux quoi, de traiter les gens de cette manière. Merci Madame Claude Mangin-Asfari de nous avoir fait part de votre ressenti suite à l'espionnage de votre vie. Vous avez été traqué par le logiciel Pegasus. Et ça continue. Oui. Et ça continue encore. C'est-à-dire que mon vous êtes téléphone, toujours sur écoute. Il est infecté, comment dire, définitivement. Ouais. Qu'est-ce qui va me montrer que ça s'est arrêté? Oui, rien ne le prouve encore. Merci Madame Claude Mangin-Asfari d'avoir témoigné. Alors on va revenir sur cette affaire Pegasus. On sent qu'il y a une obsession aujourd'hui du Makhzen de vouloir savoir tout ce qui se passe autour de lui. Je pense que l'affaire Pegasus pose beaucoup de questions. Il n'y a pas que les responsables algériens, des journalistes algériens, des responsables civils et militaires aussi des Français qui ont été touchés, mais il se trouve que toutes les rédactions françaises qui sont hostiles au Makhzen, pas spécialement hostiles, qui montrent le véritable visage et du palais et du Makhzen, et que des hommes politiques de premier rang ont été espionnés. Je parle du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Cette opération pose 3 questions. La première, le Maroc aurait-il osé espionner son pays protecteur? Parce qu'il faut dire que les accords de Fès sont en cours, ils n'ont jamais été rapportés, y compris par les accords de Rambouillet pour l'indépendance du Maroc. Aurait-il osé? Le Maroc n'a-t-il pas agi comme État vassal pour le compte de l'entité sioniste? Quand on sait que tout récemment, bien avant la chute du gouvernement Netanyahou, la France et une partie de l'Europe ont eu un discours fort quant aux occupations, aux territoires occupés, à ce qu'on appelle les territoires occupés après 1967. Et les exactions et la dernière guerre menée contre Gaza qui a suscité des réactions de l'Europe d'une manière générale, mais de la France en particulier et du président Macron à l'égard de Netanyahou. Il faut resituer cela dans ce moment-là. Est-ce que maintenant le Maroc a agi pour son compte et pour le compte de l'entité sioniste? C'est une question à se poser. Et puis il y a un aspect subjectif. Abdellatif El-Hammouchi, le patron de la DST marocaine, rappelez-vous, en 2014, lors d'une réunion tenue à Paris entre les ministres de l'Intérieur du Maroc, de la France et du Portugal et des responsables de sécurité, à cette occasion, il a été convoqué par un magistrat pour une affaire de torture contre un ancien champion olympique marocain. Et que même si la France, en 2015, l'avait gratifié, j'allais dire, en l'anoblissant d'une manière républicaine à l'Élysée, il a gardé. Il avait des comptes à régler avec la France. Donc, l'un dans l'autre, le Maroc, voulant espionner son pays protecteur, agissant en vassal d'Israël, mais aussi, subjectivement, Abdellatif El-Hammouchi prend sa revanche. Idem pour l'Algérie. Pour l'Algérie, le Maroc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec les analystes qui considèrent
que la pierre d'achoppement entre l'Algérie et le Makhzen, c'est uniquement le Sahara occidental. Absolument. Les les trahisons ont commencé bien avant. Les attaques contre l'Algérie ont commencé bien avant. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de 1958. En 1958, personne n'entendait parler du Polisario. Ce n'est qu'à partir de 63 et 65 qu'on a considéré que le Sahara occidental jouissait du statut de territoire non autonome. Mais nous parlons de trahison envers notre pays en 56 avec le détournement de l'avion, 58 tentative de chantage, en 63 l'agression du territoire algérien par la guerre des Sables. Est-ce que le fait d'avoir, maintenant que la question est internationalisée, on va le dire, permet justement de balayer toute spéculation disant que justement le conflit ne s'arrête qu'à la question du Sahara occidental? Vous savez, les relations internationales, Madame Assari, je vais le répéter encore pour la millième fois dans votre émission et ailleurs, n'obéissent pas à des règles morales. Je vais vous dire, y compris ceux qui soutiennent le Makhzen, savent que la position de l'Algérie est une position juste, moralement justifiée. Dans le concert des nations, c'est une position noble. Mais il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Le royaume chérifien, le Makhzen, a toujours été un faire-valoir pour un certain nombre de monarchies des pays du Golfe. C'est un État vassal de la France. Donc, c'est des rapports d'intérêt. Et vous savez, il y a de cela une semaine 10 jours, lors de l'intervention de M. Al-Amamra devant les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, tout le monde était convaincu. Tout le monde était convaincu de la justesse de la position de l'Algérie, y compris lors de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Mais bon, il y a des intérêts, et les intérêts jouent plus que les considérations d'éthique et de morale dans les relations internationales. Je voudrais, pour terminer ce débat, Monsieur Ait Mouhoub, revenir sur l'actualité du jour, cette fermeture de l'espace aérien. Quel impact cela aura-t-il, notamment certainement économique, sur le Maroc, puisque cela va chambouler, pénaliser en tout cas avec des surcoûts financiers tous les mouvements de la Méditerranée occidentale vers la Méditerranée orientale et vers le Proche et Moyen-Orient. Même vers certaines parties de l'Afrique, de l'Est. Donc l'Algérie est un pays très vaste. Donc c'est la seule frontière que le Maroc a avec un autre pays, c'est l'Algérie. Donc leur aviation civile, pour passer, ne pourront plus passer par l'espace aérien algérien, donc ils vont contourner, donc c'est des surcoûts sur la consommation de l'énergie et tout ça. Donc forcément, il y a un surcoût sur le plan économique. Mais je reviendrai aussi à cette histoire de Pegasus en 2 mots. Hein. Oui. La coordination entre les services marocains et les services français, les marocains et israéliens est une histoire ancienne. En 65, ils n'ont pas installé le Mossad dans l'hôtel parce qu'à la dernière minute, Hassan II avait eu peur que ça subruite. Donc il a pris lui-même en charge des écoutes et les enregistrements, il les a donnés. Donc le Maroc, il espionne pour lui, il espionne pour les autres. J'imagine aujourd'hui, pour cette histoire de Pegasus, c'est bien l'État français qui est dans la gêne. Parce qu'on a espionné le président qui est un grand ami d'Israël. Et on l'a, malgré ça qu'on a espionné, tous les journalistes, toutes les personnalités politiques qui étaient pour le Sahara occidental ont été aussi espionnés. Donc je crois que cette histoire de Pegasus a des antécédents historiques parce que les services marocains ont toujours opéré dans l'impunité en France, sous la protection des services français. Un dernier mot avec vous, Monsieur Mustafa Hadem, rupture des relations avec le Maroc, fermeture de l'espace aérien. À quoi devons-nous nous attendre encore prochainement? Quelle est la prochaine étape? Vous savez, la politique aventureuse et aventurière du Makhzen peut nous faire supposer beaucoup de choses. Néanmoins, et à titre personnel,
je ne pense pas qu'on aille vers une confrontation militaire directe avec le Maroc, pour des raisons objectives. Ceux qui gouvernent au Maroc connaissent leurs capacités militaires et ils connaissent les capacités militaires et le niveau d'opérationnalité de l'armée algérienne. Et des deux parties, en tous les cas, ça ne viendra pas de l'Algérie qui a toujours fait preuve, aussi bien au niveau politique qu'au niveau militaire, de beaucoup de retenue, de beaucoup de sagesse. Mais si cela venait à se faire, tous les pays de la région, je parle du sud de la Méditerranée, seront d'une manière ou d'une autre impactés et touchés, pas seulement sur le plan du mouvement des populations, mais dans leur propre sécurité. La communauté internationale fera tout pour éviter cette confrontation. Parce que ouvrir des hostilités militaires, c'est ouvrir les portes de l'enfer sur toute la région. Quand je dis la région, c'est l'Afrique du Nord, qui est déjà largement déstabilisée dans la région sahélo-saharienne et en Libye. Et malheureusement, la situation politique, nous y reviendrons peut-être un jour, la situation politique un peu compliquée que vit la Tunisie, font que nous sommes devenus un creuset de risques de déstabilisation. Et je ne pense pas, à titre personnel, je peux me tromper, qu'on va aller vers une confrontation militaire. Mais vous connaissez l'expression algérienne, « Samatir al-Bilqbih ». Et je pense c'est la stratégie du Makhzen vis-à-vis de l'Algérie. Ils savent qu'on peut être qbah, donc ils font le samat. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, de nous avoir éclairé un petit peu sur l'actualité du jour. Je vous rappelle que aujourd'hui le Haut Conseil de sécurité présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune ont décidé de la fermeture immédiate de l'espace aérien avec le Maroc. Merci à tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.